Dans cette vidéo, je vais réfléchir aux machines de mon atelier que je regrette d'avoir achetées. Est-ce que je les rachèterai? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que j'achèterai à la place? J'ai vu une vidéo de mon ami Ben sur U&R sur le même sujet, ce qui m'a fait réfléchir à mes outils. Je me suis dit que j'allais commencer par ma scie à ruban, la machine que je possède depuis le plus longtemps. Je l'ai achetée en novembre 2015, donc il y a presque 9 ans, pour 509 livres et 99 pence, et elle est toujours disponible aujourd'hui, à un prix d'environ 650. Est-ce que je regrette de l'avoir achetée? Non, pas vraiment. J'ai choisi celle-ci parce que j'aimais sa grande capacité de coupe, avec une hauteur de 230 mm et une profondeur de 350 mm. Je voulais aussi une scie avec une table en fente et un tiroir pour la poussière, car je n'ai jamais utilisé d'aspiration sur la scie à ruban. Premièrement, parce que je n'ai jamais réussi à trouver un moyen de la placer assez près de mes extracteurs, et deuxièmement, parce que je n'ai jamais trouvé que raccorder une aspiration soit particulièrement efficace sur cet outil en particulier. Cependant, je n'ai pas encore testé avec mon nouvel extracteur HVLP de UX chevaux qui serait sûrement plus efficace. Elle possède aussi une lumière intégrée, même si je trouve assez difficile de la positionner comme je le souhaite, car elle fait un peu ce qu'elle veut. Le moteur de cette machine est suffisamment puissant pour toutes mes découpes, j'en suis donc satisfait. Je ne regrette pas mon achat, mais l'achèterai-je à nouveau aujourd'hui? Peut-être pas, surtout parce qu'il faut retirer le rail du guide pour changer la lame, ce qui me semble être un design très stupide. Et comme changer de lame est un peu pénible, ça veut dire que j'ai beaucoup moins tendance à le faire. Du coup, j'utilise régulièrement la lame que j'ai déjà installée, peu importe le type de coupe dont j'ai besoin. Par exemple, de petites lames pour les coupes de refonte et de grandes lames pour découper des courbes. C'est aussi la raison pour laquelle je ne prends jamais la peine de régler le guide parallèle, ce qui fait que je ne peux pas utiliser les repères de mesure dessus. Mais ce n'est pas dramatique, car de toute façon, j'utilise rarement le guide sur cet outil. Je trouve aussi les roulements de guidage de la lame très difficiles à régler. L'accès et la visibilité sont compliqués. Mais il paraît que c'est courant sur la plupart des scies à ruban. Si j'achetais une scie à ruban aujourd'hui, je voudrais la même capacité de coupe, sans problème de changement de lame, et un meilleur guidage par roulement. Donc, je voudrais probablement regarder des machines comme l'Axminster AP2 1920B, Lightech BS400 ou la Record Power Saber 350. Cependant, ces machines coûtent toutes plus de 1000 livres, ce qui dépasse sans doute ce que je voudrais dépenser. L'idéal serait d'avoir 2 scies à ruban, une dédiée à la refonte et une plus petite avec une lame de 6 mm pour les courbes. Je ne pense pas avoir assez de place pour ça. Voici ma scie circulaire sur table. Et même si elle n'est plus disponible chez Axminster, je crois que c'est essentiellement exactement la même machine que la SIP 01332 et la Hi-Tech 01332 avec seulement quelques petites différences sur des éléments comme les protège-lames. Je suis presque sûr de l'avoir achetée. Elle coûtait environ 900 livres. Mais pour être totalement transparent, Axminster m'a accordé une remise. J'ai fait une vidéo de test complet de cette scie sur ma chaîne, dont je mettrai le lien ci-dessous. Mais pour résumer, je pense que c'est une machine robuste et bien construite, mais avec une mauvaise extraction de la poussière et elle est très basique. Il lui manque de nombreuses fonctionnalités appréciées sur une scie sur table, comme un couteau diviseur réglable en hauteur et une plaque d'insertion amovible sans outil. Donc, au fil des années, j'ai passé énormément de temps à apporter des modifications et des améliorations à cette machine. Ces modifications ont été présentées dans plusieurs vidéos dont je mets les liens ci-dessous avec les améliorations correspondantes. Et avec 2 extracteurs branchés dessus, un HVLP connecté au caisson et un aspirateur relié au protège-lames, j'en suis plutôt satisfait. J'adore la table en fente et les rallonges, le moteur à induction silencieux et la qualité de fabrication. Est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Honnêtement, je suis un peu partagé là-dessus. Est-ce que je la rachèterai aujourd'hui? En réalité, je reste indécis. La Lumberjack TS1000 8cents que j'ai testée et présentée dans une autre vidéo sur ma chaîne a toutes les caractéristiques que je recherche pour une scie sur table. Je pense que c'est une excellente option avec un bon rapport qualité-prix. Mais quand je l'ai essayé, un problème électrique faisait parfois sauter le courant à l'allumage. J'ai eu du mal à choisir entre garder la Lumberjack et me séparer de l'Axminster, ou rester avec l'Axminster. Et finalement, j'ai décidé de la garder, principalement par paresse, car je n'avais pas envie de refaire tous mes gabarits pour la scie sur table. J'en ai pas mal, et je ne fais pas partie de ces menuisiers qui aiment fabriquer des gabarits. Si je devais acheter une scie sur table aujourd'hui, comme c'est la machine que j'utilise de loin le plus dans mon atelier, notamment pour les coupes transversales. M'étant séparé de ma scie à anglais il y a 1 an, il y a une vidéo là-dessus aussi, j'envisagerais d'augmenter mon budget pour obtenir toutes les fonctionnalités souhaitées.
Mais pour être honnête, je n'ai pas vraiment regardé quelles options existent en ce moment, principalement parce que je suis assez satisfait de cette scie, donc je suppose que je n'ai pas vraiment envie d'être tenté par ce que je pourrais trouver. Je sais cependant que la nouvelle scie enfante la moins chère de Axminster, la AP254SB, semble avoir un design de guide amélioré, un meilleur guide d'onglet. Une lame qui s'incline vers la droite au lieu de la gauche, et je crois qu'elle accepte aussi les lames d'ado, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Elle possède toujours une plaque d'insertion qui se fixe à la table avec des vis mécaniques pénibles, ce qui reste un vrai casse-tête pour moi, et sûrement pour d'autres. Le couteau diviseur n'est pas réglable en hauteur. D'après ce que je peux voir et d'après ce que j'ai lu aussi, elle est toujours mal conçue pour l'aspiration des poussières. Je trouve surprenant qu'une entreprise qui semble renouveler sa gamme de machines aussi régulièrement n'ait pas encore intégré ces caractéristiques pourtant évidentes et très recherchées. Pourtant, la AP254SB est vendue à 1800 livres, soit le double du prix auquel j'ai acheté cette scie. Donc, si mon budget était inférieur à 1000 livres, j'achèterais absolument la Lumberjack TS1800 et je pense que j'en serais très satisfait. Tout ce bavardage, ça donne soif. Et maintenant, retour à l'atelier, passons à l'aspiration des poussières, et voici mon aspirateur d'atelier. J'ai aussi acheté le microfiltre EPA pour aller avec, ce qui le fait passer à un aspirateur de classe M. Il a 2 moteurs, donc il est bien puissant, et ça fait maintenant 7 ans que je l'ai acheté. J'ai dépensé environ 900 livres pour cette combinaison, donc c'était assez cher. Mais Pneumatic est une marque que j'ai toujours beaucoup appréciée. Ce n'est pas un sponsor et je n'ai aucun lien avec eux. Et il s'est avéré fiable, bien fabriqué. Et l'une des choses que je préfère à son sujet, c'est à quel point il est silencieux. À une distance d'1 mètre, il ne mesure que 66 décibels. L'extracteur et le microfiltre sont toujours disponibles à l'achat aujourd'hui. Mais il faudrait dépenser environ 1110 livres grâce à la magie de l'inflation. Y a-t-il des aspirateurs à double moteur moins chers? Oui, mais je ne crois pas qu'ils offrent une filtration de niveau M. Est-ce que je regrette mon achat? Non, pas du tout. À l'époque, je voyais cela comme un achat à vie, car les pièces de rechange de l'appareil, comme les moteurs, sont disponibles et faciles à installer. J'ai d'ailleurs déjà remplacé les moteurs, mais pas parce qu'ils étaient usés. C'était entièrement ma faute, suite à un accident dans l'atelier il y a quelques années. Je ne vais pas détailler, mais je mettrai un lien vidéo dans la description pour en savoir plus. Est-ce que je le rachèterai aujourd'hui? Je ne sais pas. Dépenser plus de 1000 livres pour un extracteur est difficile, mais il me manquerait si je choisissais autre chose. Ensuite, il y a mon extracteur HVLP avec un moteur de 2 chevaux, configuré en système à 2 étages. J'ai aussi une vidéo dédiée à ce sujet. Je suis passé à celui-ci depuis le Chanwood WSEPT 196CF qui était un extracteur d'un cheval, car j'avais besoin de plus de débit d'air pour gérer l'extraction des copeaux de ma nouvelle dégauchisseuse raboteuse. J'en parlerai aussi plus tard dans la vidéo. Pour être totalement transparent, SIP me l'a envoyé gratuitement, et j'en suis assez satisfait. À part une chose vraiment agaçante, c'est que le filtre à cartouche ne s'adapte pas du tout correctement au boîtier, même avec la bande de mousse adhésive fournie dans la boîte. J'ai donc ajouté beaucoup de ruban adhésif pour le rendre étanche à l'air. Sinon, à chaque fois qu'il est allumé, il rejette des nuages de poussière dans l'air que je respire, ce qui annule complètement l'intérêt d'avoir un filtre à cartouche installé dessus. Je ne comprends pas pourquoi de tels problèmes existent. Ils auraient dû être détectés par le fabricant lors des tests. Est-ce que je regrette mon achat? Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas acheté, mais si je l'avais fait, même si ce filtre mal ajusté est un vrai casse-tête, et même si le même extracteur peut être acheté auprès d'autres fournisseurs comme Draper, Sealy et Fox, je crois que l'autre l'était aussi. Peu importe la marque, ils ont sûrement tous ce problème. Je ne regretterai donc pas forcément de l'avoir acheté. Est-ce que je le rachèterai aujourd'hui? Oui, c'est le tour que j'ai acheté il y a environ 10-11 mois, quand j'ai constaté que l'ancien était bien plus grand que nécessaire. Il prenait trop de place, surtout pour une machine que je n'utilise pas souvent. Pour être transparent, Lumberjack me l'a envoyé gratuitement. Je ne l'ai utilisé que quelques fois, mais j'en suis vraiment très satisfait. Il répond à mes besoins occasionnels de tournage sur bois et prend peu de place, comme je le fais toujours lors de l'achat d'une nouvelle machine. Pour l'atelier, j'ai créé un tableau Excel et expliqué mon raisonnement en vidéo, en réduisant les options à 2 machines correspondant le mieux à mes exigences. La Lumberjack était la moins chère, donc c'est celle que j'aurais achetée si elle ne m'avait pas été offerte gratuitement. Aucun regret d'avoir choisi ce modèle, si je ne l'avais pas, je le rachèterais sans hésiter. Voici ma dégauchisseuse raboteuse, la machine que j'ai achetée le plus récemment, hormis l'aspirateur SIP destiné à extraire la poussière.
Elle coûtait 2028 livres au moment où je l'ai achetée. C'était il y a environ 8 mois maintenant. Et encore une fois, pour être totalement transparent. Bien que j'ai acheté cette machine avec mon argent, j'ai eu une réduction de Scott Sargent. Et voici la machine. Pour moi, ça a été le plus difficile de décider si c'était un regret ou non. Au départ, j'étais vraiment content de la machine, même s'il y avait 3 problèmes. Le premier était d'ajuster les tables pour une précision parfaite, ce qui s'est avéré difficile, surtout en raison du manque d'instructions de montage. Mais j'ai finalement réussi à tout régler avec l'aide de quelques amis sur YouTube. D'ailleurs, tout cela a été documenté dans la vidéo que j'ai faite sur la machine. Le second problème était la faible performance d'extraction des copeaux en mode dégauchisseuse, même avec mon extracteur d'un cheval vapeur. En passant à l'extracteur SIP de 2 chevaux vapeur, j'ai constaté que l'extraction restait mauvaise. J'ai testé dans une autre vidéo et découvert que l'extracteur n'était pas en cause, mais la conception autour du bloc porte-couteau sur cette machine. Et la solution que j'ai trouvée a été de boucher tous les interstices avec un ruban en mousse adhésive, ce qui a nettement amélioré la situation. Je dirais que ça a rendu l'extraction au moins 90% plus efficace. Le troisième problème, cependant, est celui que je ne peux pas résoudre, et c'est un léger mouvement du plateau. Lorsqu'une planche est insérée dans la machine en mode raboteuse, comme montré dans ma vidéo de test. Ce mouvement provoque un léger talon sur les planches, et complique aussi le passage simultané de plusieurs planches dans la raboteuse. Parce que lorsque ce mouvement du plateau se produit, souvent le moteur cale, car il passe d'un enlèvement de matière léger à un enlèvement soudainement plus important que ce qu'il peut supporter lorsque le plateau s'incline. À l'époque, je pensais pouvoir vivre avec ce problème. Je croyais me contenter de passer une planche à la fois, et le talon ne me gênait pas tant. Quand j'ai parlé du problème au fournisseur de la machine, on m'a dit qu'il était normal qu'une machine à ce prix-là ait un léger mouvement du plateau. Mais après avoir passé des centaines de planches dans cette machine, c'est passé d'une petite gêne à un vrai problème pour moi. Surtout que, avec ma machine précédente, l'Electrobecam HC260, qui est une machine bien plus bas de gamme, vendue à moins de la moitié du prix de celle-ci. Je pouvais passer plusieurs planches en même temps sans aucun problème. Alors maintenant, je me demande si j'aurais dû choisir la Charnwood PDX-S qui était mon autre option préférée. Quand je faisais des tableaux et des recherches sur les dégauchisseuses raboteuses, la Charnwood semblait identique à l'Hi-Tech, à part un bloc de coupe différent, donc elle a probablement le même problème. Je serais ravi d'avoir l'avis de ceux possédant ces machines pour savoir si j'ai tombé sur une mauvaise série. Bonjour, c'est Keith au montage, petite mise à jour. J'ai décidé de recontacter Scott Sargent sur ce problème. Ils m'ont demandé une vidéo du mouvement de la table de la dégauchisseuse pour la montrer à leurs ingénieurs et déterminer si c'est vraiment un problème. La vidéo que je leur ai envoyée est celle à l'écran. Ils m'ont dit que ce n'était pas normal et vont organiser l'enlèvement de ma machine et la livraison d'une neuve. Je dois dire que je ne m'y attendais pas, surtout après avoir eu la machine si longtemps. Je voulais vraiment l'ajouter à la vidéo. Parce qu'il n'est pas courant de nos jours de bénéficier d'un service client aussi bon, et je pense qu'il est important de le souligner quand on reçoit un bon service. En résumé, je recevrai une palette, renverrai la machine, en obtiendrai une nouvelle, et j'espère que cela résoudra le problème. Je donnerai une mise à jour dans une prochaine vidéo, mais cela dit, si l'on met ce problème de côté. C'est vraiment un rêve à utiliser comparé à ma machine précédente, et j'obtiens constamment d'excellents résultats avec elle. Maintenant qu'elle est bien réglée, est-ce que je regrette mon achat et la rachèterai-je ? Si toutes les machines Hi-Tech et Charnwood ont ce défaut du plateau, je suppose que je dois simplement m'y faire. Comme je l'ai dit, mon expérience avec le reste de cette machine a été très bonne. Mais si j'ai tombé sur une mauvaise série, alors je veux le savoir, et il faudra probablement que je voie pour la faire réparer, ou peut-être même pour obtenir un remplacement. Enfin, je voulais parler de la Festool DF500 Domino, car je pense que c'est un cas un peu intéressant. J'ai acheté celle-ci d'occasion pour 550 livres il y a environ 5 ans et demi, à une période où je privilégiais les commandes en menuiserie plutôt que la création de contenu. À l'époque, je voyais cela comme un investissement pour rendre l'assemblage plus efficace et plus rapide. Maintenant, je me consacre surtout à la création de contenu, et moins aux commandes. En fait, ces 2 dernières années, je pense que je n'ai réalisé qu'une seule commande réellement payée. Et c'était principalement parce que je savais que ça ferait de toute façon une excellente vidéo. Ce qui est intéressant avec la Festool Domino, c'est que si je la vendais sur eBay aujourd'hui, je pourrais en tirer un bénéfice important. Elles se vendent régulièrement d'occasion entre 700 et 800 livres, même si elles ont plusieurs années. Ce sont des machines qui ne semblent pas perdre de valeur avec le temps.
Et je pense que c'est parce que Festool semble déterminé à augmenter le prix de toutes leurs machines régulièrement, au point où je pense qu'elles sont vraiment trop chères. Et pour cette raison, c'est le seul outil Festool qui m'a vraiment intéressé. Et même s'il s'est avéré être un bon investissement, c'est peut-être quelque chose de personnel. Mais je n'ai pas envie d'adhérer à une marque d'outils qui est aussi chère, peu importe leur qualité. Est-ce que je regrette d'avoir acheté la Domino? Non, absolument pas. Je l'ai beaucoup utilisée et elle m'a fait gagner beaucoup de temps. L'achèterai-je à nouveau? Absolument pas, principalement par principe, parce que ces machines ne valent tout simplement pas les 900 livres demandés actuellement, à mon avis. Et plus vite le brevet Festool Domino prendra fin et que d'autres marques pourront commencer à proposer des concurrents, mieux ce sera à mon avis. Merci d'avoir regardé.